dans un café discret du Marais parisien, sous un ciel d'octobre 2025 où les feuilles jaunies tourbillonnent au gré d'une brise automnale. Une femme de 48 ans sirote un thé vert. Anne-Claire Coudray, visage familier des plateaux télévisés, porte une écharpe légère autour du cou et un regard qui oscille entre sérénité et vulnérabilité. Dehors, la ville bourdonne de son rythme incessant, mais à l'intérieur, le temps semble suspendu. 2 tasses fumantes posées sur la table, elle déroule pour la première fois une histoire qu'elle a longtemps gardée pour elle, celle d'un amour qui a émergé dans l'ombre de sa carrière fulgurante. Nicolas Vix, l'homme qui partage sa vie depuis plus d'une décennie, n'est pas seulement un compagnon discret. Il est, avoue-t-elle aujourd'hui, l'ancrage qui a donné sens à ses victoires professionnelles et à ses doutes intimes. Ce récit n'est pas une confession larmoyante, mais un témoignage mesuré sur la manière dont une vie publique peut cohabiter avec une intimité farouchement protégée. Née à Rennes en 1967, forgée par les marées bretonnes et les lumières des studios, Anne-Claire Coudray incarne une génération de journalistes qui naviguent entre l'urgence de l'information et la quête d'équilibre personnel. Son parcours, jalonné de reportages en zone de crise et de présentations sous les feux des projecteurs, culmine aujourd'hui dans cette révélation. À 48 ans, elle assume pleinement cet amour comme le pilier de son existence. Cette enquête explore les strates de sa trajectoire, des rivages de l'enfance au sommet de la notoriété, pour décrypter comment un silence choisi s'est mué en une affirmation libératrice. Rennes en ce début des années 1980. La ville universitaire respire un air de renouveau post-industriel, avec ses façades en schiste rose qui veillent sur des cours animés d'étudiants. C'est dans ce cadre que naît Anne-Claire Coudray le 1er février 1977, au sein d'une famille modeste, imprégnée de valeurs solides. Son père, psychologue à Lorient, arpente les couloirs des hôpitaux avec une écoute patiente, tandis que sa mère, professeure de français et d'anglais dans un collège local, transmet un amour des mots qui marquera profondément sa fille aînée. 2 sœurs cadettes complètent le trio, formant un noyau familial où les dîners se prolongent en discussions animées sur les actualités du jour, glanées dans Le Monde ou à la radio. Les vacances d'été les mènent invariablement vers Locmariaquer, un village côtier du Morbihan où les grands-parents maternels, anciens bouchers charcutiers reconvertis en gérants d'une supérette, incarnent labeur et convivialité. Du côté paternel, à Fougères, les aïeux, un garagiste et une modiste, évoquent un artisanat minutieux, des mains calleuses façonnant le quotidien. Ces allers-retours entre terre ferme et océan forgent chez la jeune Anne-Claire un sens de l'observation aiguisé. Elle passe des heures à ramasser des coquillages sur les plages, à écouter les histoires de marins, ou à feuilleter des albums photos jaunis qui racontent des lignées d'endurance face aux tempêtes. L'éducation suit un chemin tracé avec rigueur. Au collège-lycée Saint-François-Xavier de Vannes, établissement catholique au couloir résonnant de chants liturgiques, elle excelle en lettres et en langue, dévorant Balzac et Shakespeare avec une voracité qui surprend ses professeurs. Les classes préparatoires au lycée Guistreau de Nantes, 2 années intenses en hippocagne et cagne, la confrontent à la discipline impitoyable des dissertations philosophiques et des versions latines. C'est là que germe l'idée du journalisme,
non comme un métier glamour, mais comme un sacerdoce de vérité au milieu du chaos. À l'université Rendus, elle jongle avec un double cursus, licence de lettres et maîtrise d'histoire, tout en se lançant dans des piges pour Radio Campus Rennes. Ses premières chroniques, diffusées dans l'éther local, traitent de festivals étudiants ou de manifestations écologistes, avec une plume déjà incisive qui dissèque les enjeux sans complaisance. J'ai appris à questionner le monde autour de moi, à ne pas me contenter des apparences, confie-t-elle rétrospectivement dans une archive radiophonique de l'époque. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle émerge avec un bagage théorique solide, mais aussi une soif de terrain qui la pousse vers l'avant. Ces années formatrices ne sont pas exemptes de doutes. La concurrence féroce des promotions, les nuits blanches à réviser, les premières critiques acerbes sur ses reportages amateurs. Pourtant, elles instillent une éthique inflexible. Le journalisme comme miroir impartial de la société, loin des paillettes. Rennes et ses environs, avec leur vent salé et leur silence contemplatif, posent les fondations d'une femme qui, des décennies plus tard, saura équilibrer ambition et réserve. Cette phase initiale, riche et en découvertes intimes, préfigure une carrière où l'introspection personnelle servira de contrepoids à l'exposition publique. Lille automne 2000. La métropole du Nord gronde sous les pluies incessantes, ses usines reconverties en loft, abritant une génération avide de médias numériques. Fraîchement diplômée, Anne-Claire Coudray franchit les portes de l'agence Internep, un tremplin précaire pour jeunes plumes assoiffées d'enquête. Ses premiers reportages, commandés par TF1 et Arte Info, la jettent dans le grand bain. Des portraits de travailleurs migrants à Calais, des coulisses des élections municipales, des voyages express en Europe de l'Est pour couvrir les soubresauts post-communistes. Le magnéto sur l'épaule, micro en main, elle affronte le froid mordant des docks ou la chaleur étouffante des manifestations, apprenant à condenser l'humain en 30 secondes d'antenne. Ses missions fugaces, souvent impayées ou mal créditées, forgent sa résilience. Elle enchaîne les nuits à monter des rushs dans des studios exigus, dialoguant avec des sources anonymes qui livrent des vérités crues sur la précarité. Un premier magazine pour France 3, consacré aux mutations économiques du Nord-Pas-de-Calais, marque un tournant. Diffusé en prime time, il attire l'attention des recruteurs par sa capacité à mêler faits chiffrés et témoignages poignants. L'entrée chez TF1, la même année, scelle ce baptême du feu. Affectée au service News au bureau C0 de Lille, elle couvre le quotidien des régions. Inondations en Picardie, grève ferroviaire, portraits de maires ruraux aux prises avec la mondialisation. Retour à Paris en 2004, elle gravit les échelons comme grand reporter, sillonnant le globe pour des événements phares. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008 la voient interviewer des athlètes français sous les projecteurs impériaux, capturant l'euphorie des médailles d'or au milieu de la pollution ambiante. La visite du pape Benoît XVI en France, la même année, l'emmène dans les cathédrales bondées de Lourdes et de Paris, où elle dissèque les tensions, sécularisation et ferveur populaire. L'élection présidentielle américaine de 2008, depuis les rues de Washington, lui permet d'analyser le raz-de-marée Obama avec une objectivité chirurgicale, interrogeant électeurs et stratèges dans un climat de ferveur historique. Le défilé du 14 juillet 2009, place de la Concorde, offre un contrepoint festif. Elle narre l'hommage aux soldats d'Afghanistan,
soulignant les cicatrices invisibles de la nation. Ces assignments, rythmés par des deadlines impitoyables, exigent une polyvalence extrême. Rédaction, tournage, voix off, tout en maintenant une neutralité absolue. Le terrain m'a appris que l'information n'est pas un spectacle, mais un devoir de clarté, déclare-t-elle dans un entretien d'archives de 2010, voix posée face à la caméra. L'apprentissage est rude. Un reportage en Haïti post-séisme, en 2010, la confronte à la désolation des camps de réfugiés, où la faim et le choléra dictent un journalisme d'urgence, loin des studios climatisés. Ces années 2000, marquées par l'hybridation entre presse écrite et audiovisuelle, transforment la néophyste en professionnel aguerri, capable de naviguer entre émotions brutes et analyses détachées. Le feu des premières soulignes, avec ses brûlures occasionnelles, un collègue agressé, une source trahie, instille une prudence qui se prolongera dans sa vie privée, où la discrétion deviendra bouclier contre l'indiscrétion ambiante. Paris, mi-2010. L'essai studio de LCI pulse au rythme des breaking news, avec des écrans plasma diffusant en boucle les soubresauts du monde. Anne-Claire Coudray, désormais pilier du groupe TF1, endosse un rôle pivot en remplaçant Bénédicte Le Châtelier pour les éditions du soir, aux côtés de Damien Givlet. De 22h à minuit, elle anime LCI Soir, un marathon d'analyse où politique, économie et faits divers se télescopent. Sa voix claire, son regard direct captivent un public insomniaque, habitué aux débats enflammés. Décembre 2010 marque un pic. Envoyée en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle contestée, elle couvre les affrontements entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara depuis les barricades d'Abidjan. Micro tendu vers des civils terrifiés, elle relate les bombardements et les exodes avec une précision qui évite le sensationnalisme pour privilégier le contexte historique. Rentré à Paris, ce terrain africain infuse ses présentations. Une objectivité forgée dans le risque, qui la distingue des commentateurs de plateau. 2011 accélère l'ascension. L'affaire Dominique Strauss-Kahn, depuis New York, la voit interroger procureurs et diplomates dans le tumulte judiciaire, disséquant les enjeux de pouvoir avec une finesse qui anticipe les rebondissements. Le mariage princier d'Albert de Monaco, en avril, offre un intermède glamour. Elle narre les festivités monégasques, soulignant les symboles d'une monarchie en mutation. Automne 2012, Joker de Claire Chazal pour les journaux de 13 et 20 heures des week-ends. Elle intègre Reportage, magazine où ses enquêtes sur l'immigration ou l'environnement mêlent terrain et studio. Envoyée spéciale pour l'élection américaine, depuis Chicago, elle suit la réélection d'Obama, capturant l'énergie des foules obamistes dans un décor de gratte-ciel. 2013 l'emmène au Mali pour l'opération Serval. À Gao, au cœur des dunes sahéliennes, elle documente les avancées françaises contre les djihadistes, interviewant soldats et villageois dans un climat de tension palpable. Ces missions, cumulées à la participation annuelle au défilé du 14 juillet depuis 2013, la positionnent comme une figure polyvalente. Reporter de guerre un jour, présentatrice festive le lendemain. L'été 2015 propulse Anne-Claire Coudray au Zénith. Remplaçant Claire Chazal dès septembre, elle prend les rênes des journaux du week-end, du vendredi soir au dimanche, avec Audrey Crespo-Mara comme Joker. Les attentats du 13 novembre, qu'elle couvre en édition spéciale,
D'abord avec Gilles Boulot jusqu'à 21h55, puis solo pour le 13h test du lendemain, teste sa maîtrise. 1 heure d'antenne où elle enchaîne faits, témoignages et analyses, le visage impassible malgré l'horreur. Dans ces moments, le journalisme est un service public, un fil tendu entre chaos et compréhension, note-t-elle dans un bilan postérieur. À partir de 2015, elle coanime les soirées électorales avec Boulot régional, présidentielle 2017, et préside le jury des assises du journalisme en 2017, rôle qui affine son regard critique sur la profession. Mars 2017, elle modère le débat des 5 candidats à la présidentielle sur TF1, un arène où Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon s'affrontent sous ces questions incisives. Avril voit demain président, 20 minutes quotidiennes avec chaque postulant, puis Élysée 2017 pour l'entre-deux tours. Octobre 2017, premier entretien avec Macron, aux côtés de Boulot et Poujadas, un face-à-face qui explore les coulisses de l'Élysée. 2018, pour la Coupe du Monde, elle anime le MAG avec Brognart, capturant l'euphorie bleue. De 2018 à 2020, le 20h, le MAG, les vendredis, scelle son ancrage dans le divertissement informé. La pandémie 2020 la voit présenter l'édition Covid à 19h45, un bulletin hebdomadaire sur les masques et vaccins. 2022 pour la guerre en Ukraine, la France face à la guerre avec Boulot. Pour la présidentielle, parti de campagne et Votre France de demain. Juin 2023, coprésentation de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Iturburu. Juin 2024, débat des législatives avec Bardella, Attal et Bompard. 2025, Paris en fête avec Toussaint. Cette trajectoire, un escalier aux marches hautes, illustre une ascension où talent et timing convergent, transformant une Bretonne discrète en icône télévisuelle. Pourtant, sous les applaudissements, un équilibre personnel se profile, prêt à émerger. Paris, printemps 2014. La capitale s'éveille sous un soleil timide. Ses boulevards bordés de terrasses où se croisent ambitieux et anonymes. Anne-Claire Coudray, alors au fait de sa carrière avec ses reportages au Mali encore frais en mémoire, participe à une soirée caritative dédiée au Resto du Cœur, un engagement qu'elle portera bientôt en documentaire annuel. L'événement, tenu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, réunit journalistes, entrepreneurs et artistes autour d'un dîner aux chandelles, où les enchères pour des œuvres caritatives fusent comme des promesses. C'est là, au milieu d'un brouhaha poli, qu'elle croise Nicolas Vix pour la première fois. Âgé de 27 ans, ce diplômé de la Burgundy School of Business arborait un costume ajusté et un sourire franc, fondateur d'une start-up dans le sportswear qui émerge dans l'univers du fitness urbain. WePlay, sa création, propose des vêtements techniques pour runners et yogis, inspirés de ses propres marathons parisiens. Leur conversation débute banalement, un commentaire sur un tableau mis aux enchères, une réflexion partagée sur l'impact social des associations. Pourtant, au fil des verres de vin bio, les échanges s'approfondissent. Elle évoque les défis d'un reportage en zone instable. Il partage les nuits blanches d'un lancement entrepreneurial. Il y avait une écoute sans jugement, une curiosité réciproque qui m'a intrigué. Se souvient-elle dans une confidence récente, le ton mesuré comme toujours. Les semaines suivantes transforment cette étincelle en rendez-vous régulier. Nicolas, originaire de Dijon avec un accent bourguignon discret, invite Anne-Claire à des dîners improvisés dans des bistrots de Montmartre.
où il dissèque les actualités du jour sans le filtre professionnel. Lui, avec son background en management, apporte une perspective pragmatique sur les crises qu'elle couvre. Elle, avec son œil journalistique, l'interroge sur les coulisses de l'innovation textile. L'alchimie opère dans ces instants volés. Une balade le long de la Seine au crépuscule, où il lui confie ses doutes sur l'expansion de WePlay, et elle avoue la fatigue des remplacements intempestifs chez TF1. Mai 2014 voit leur relation s'officialiser. Un week-end à Deauville, face à la mer agitée, où les silences complices succèdent aux rires. Nicolas, plus jeune de 10 ans, incarne une fraîcheur qui contrebalance l'usure du petit écran. Sa passion pour le sport, trait en forêt de Fontainebleau, vélo dans les vignes bourguignonnes, l'entraîne dans une routine bien-être qu'elle adopte progressivement, troquant les plateaux pour des sessions de pilates matinales. Ensemble, ils naviguent les premiers écueils, les horaires décalés d'Anne-Claire, qui la voit rentrer à l'aube après une édition spéciale, et les voyages d'affaires de Nicolas à Lyon ou Milan pour nouer des partenariats avec des fournisseurs éco-responsables. L'automne 2014 approfondit ce lien. Alors qu'Anne-Claire prépare son premier documentaire solo sur les restos du cœur, c'est pas bientôt fini, Nicolas l'accompagne en repérage dans les centres de distribution parisiens, portant des cartons avec les bénévoles et écoutant les histoires de précarité sans un mot superflu. Cette immersion mutuelle forge une complicité pratique. Il devient son confident pour décompresser après un débat électoral tendu, elle son sounding board pour affiner les stratégies de WePlay, qui signe alors ses premiers contrats avec des salles de gym branchées. Noël 2014, passé en Bretagne chez les parents d'Anne-Claire, marque un pas décisif. Nicolas, immergé dans les traditions familiales, galettes saucisses et contes au coin du feu, gagne l'approbation tacite de la fratrie. Leur couple, naissant dans l'urgence d'une vie trépidante, s'ancre dans des rituels simples. Brunch dominicaux au marché d'Aligre, où ils débattent de l'actualité en sirotant des cafés, ou escapades en Bourgogne pour déguster des pinots noirs chez les amis vignerons de Nicolas. L'éclosion de cet amour inattendu, loin des projecteurs, contraste avec l'exposition croissante d'Anne-Claire. Pendant qu'elle modère le débat présidentiel de 2017, il gère discrètement l'arrivée d'un nouvel investisseur pour sa marque. Des témoignages indirects, glanés dans des cercles communs, soulignent cette dynamique, un équilibre où l'un soutient l'autre sans envahir l'espace. 2014 n'est pas qu'une année de rencontres. C'est le pivot où une femme publique découvre un partenaire qui valorise son intériorité, préfigurant une union qui résistera aux tempêtes médiatiques. Ce chapitre initial, tissé de hasard et de choix conscients, pose les bases d'une relation qui, 10 ans plus tard, émerge comme l'aveu central de sa vie. Été 2015. Les studios de TF1 vibrent d'une énergie nouvelle, avec Anne-Claire Coudray, intronisée présentatrice des week-ends, un rôle qui exige une présence quasi quotidienne sous les lumières secrues. Au milieu de cette effervescence, une nouvelle se profile. Enceinte de quelques mois, elle annonce discrètement à son entourage la venue d'Amalia, leur premier enfant, avec